Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. En vrai, elle risque d'être un petit peu longue parce que, dû à mon mois d'absence, je ne vous ai pas fait ni le bilan de novembre, ni le bilan de décembre. Et je ne suis pas non plus revenue sur mon Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, je voudrais essayer de condenser un peu ces trois bilans en une seule vidéo. Comme ça, je vous parle de mes dernières lectures sur les 2 derniers mois de l'année et on peut repartir sur des bonnes bases pour 2026. Du coup, je vous invite à vous installer très confortablement avec une petite boisson de votre choix. Pour moi, ça sera petit matcha avec du lait de noisette. Oui. Coucou. On va commencer tout de suite avec mes lectures de novembre que je ne vous avais pas présentées. Première lecture de novembre que j'ai terminée, c'est le tome 1 de Harry Potter. Comme je l'avais dit dans mon bilan de octobre, je l'ai principalement lu en octobre, du coup à 90%, mais je l'ai terminé début novembre et donc je le compte dans mon bilan du mois de novembre. Je pense que j'ai pas forcément besoin de représenter la saga Harry Potter, je pense qu'elle est suffisamment mondialement connue. J'ai découvert le tome 1 de Harry Potter sur octobre-novembre, du coup j'ai terminé en novembre. C'était une très bonne lecture, j'ai pu voir quelques petites différences entre les films et les livres, mais cette lecture m'a énormément plu et m'a donné envie de poursuivre la saga. Donc pour 2026, je pense continuer la saga, au moins lire le tome 2, parce que j'avoue que ça ne fait pas forcément partie de mes lectures prioritaires, mais pourquoi pas une fois de temps en temps poursuivre la saga en lisant un tome supplémentaire. Ma deuxième lecture du mois de novembre aura été Métamorphose, le tome 1 de Erika Duflo. C'est un livre qui traînait dans ma palle depuis plusieurs années. J'avais commencé à le lire en 2016, je crois. Donc c'est pour vous dire à quel point il a traîné longtemps, très longtemps dans ma pile à lire. Faire une vidéo avec des chats à poils longs et du rouge à lèvres, pas une très bonne idée. Du coup, je disais, c'est un livre que j'avais commencé à lire en 2016 à peu près, et je l'avais jamais fini, mais l'histoire me plaisait quand même et m'intriguait, et j'ai le tome 2 dans ma palle, donc je voulais absolument voir si c'était une saga qui pouvait encore m'intéresser, malgré le fait qu'on est 10 ans plus tard, ou est-ce que c'était une saga qu'il fallait que j'abandonne, et à ce moment-là, je la vendais ou je la donnais pour qu'elle aille vivre une autre vie chez d'autres lecteurs ou d'autres lectrices. Comment je pourrais vous résumer un peu ce livre? Pour moi, je le catégoriserais dans de la romantaisie jeunesse. Je sais pas s'il y a réellement un âge pour dire à partir de quel âge on peut le lire. Du coup, si je vous dis une romantaisie, c'est parce qu'il va y avoir une romance dans le livre. C'est pas du spoil, on le devine largement avec le petit résumé derrière qui est en fait une conversation. Donc on va suivre Senna, une jeune fille qui commence à avoir des visions un petit peu bizarres. Elle voit des choses que ses amis ne voient pas et elle ressent des choses aussi un petit peu étranges et elle a des marques qui apparaissent sur son corps. Senna vit toute seule avec son père puisque sa mère est décédée il y a 1 an ou 2, il me semble, si je me souviens bien. Et elle est en relation très conflictuelle avec son père parce que pour lui tout ce qui importe c'est les études, sauf que Senna a un peu décroché depuis le décès de sa mère et depuis aussi qu'elle a tous ces problèmes de vision, de douleur, d'apparition sur son corps. Elle va être envoyée en punition dans un établissement spécialisé avec des jeunes comme elle et elle va y rencontrer du coup d'autres jeunes, notamment un certain Yann, très mystérieux et réputé pour être un garçon dangereux. Donc vous vous doutez bien qui va être le Love Interest. C'est un roman qui m'a quand même tenu en suspense pendant un certain temps. En fait, je voulais savoir et comprendre ce qui arrivait à Senna. La relation entre Senna et Yann, par moments, m'a fait un peu lever les yeux au ciel. Après, il faut rappeler quand même que c'est un vieux roman et c'est un roman ado, donc c'est un peu normal, je pense. Mais en tout cas, l'intrigue était très intéressante, avec du mystère, avec du surnaturel, avec une mythologie que personnellement je ne connais pas, puisqu'on fait référence un peu à la mythologie grecque. Et ça m'a donné très envie de découvrir le tome 2. Je sais qu'il y a encore des tomes suivants, et avant de les acheter, je vais quand même lire le tome 2, voir si vraiment la saga continue à me plaire et m'intéresse, et à ce moment-là, je verrai pour acheter la suite.
J'ai enchaîné mon mois de novembre avec ce tout petit roman jeunesse aussi, puisque celui-ci s'est écrit, c'est à lire à partir de 12 ans. Lettre à une disparue de Véronique Massenot. Vu que je l'ai trouvé dans une boîte à livres, je vais pas le garder, je vais le remettre dans une boîte à livres pour qu'il continue son circuit de vie. Mais c'est un livre qui m'a énormément plu. Il est très court, je l'ai lu en quelques heures. Il fait 91 pages, donc il est vraiment très très court. Pour vous situer, on est à la fin de la guerre, là où tous les scandales en lien avec les nazis font surface. Et on suit une mère qui pleure sa fille et qui, pour éviter de sombrer dans un chagrin et une dépression sans fin, va commencer à écrire des lettres à sa fille en lui racontant soit des souvenirs, soit ses espoirs, soit ce qui se passe actuellement dans leur ville, quelles sont les nouvelles suite à la fin de la guerre, etc. C'est très touchant parce que c'est une partie de l'histoire, certes elle est romancée, mais elle est tirée de faits réels quand même, puisque ce sont des choses qui se sont réellement passées pendant la guerre et après la guerre. Et autour de cette femme, donc autour de Mélina, qui pleure sa fille, on va entrevoir d'autres personnages qui ont eux aussi vécu cette période de l'histoire avec plus ou moins de difficultés, on va dire ça comme ça. Et d'un coup, l'espoir va ressurgir. Il y a la possibilité que sa petite fille soit vivante. Et donc, pendant ce court récit, on est transporté entre les pleurs, l'espoir, l'amour, la dureté de cette période. Vraiment, c'est peut-être que 90 pages, mais il m'a fait vivre énormément d'émotions. Et il y a certains passages, même si c'est dit à partir de 12 ans, que j'ai trouvé assez durs. Alors c'est peut-être parce que j'ai une sensibilité pour tout ce qui est crime de guerre, mais je l'ai trouvé très intéressant et c'est pour ça que je vais le remettre dans une boîte à livres pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Et enfin, j'ai terminé mon mois de novembre avec le tome 5 des Carnets de l'apothicaire. Je vais pas vous faire un résumé de ce tome 5 parce que j'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous relire le résumé du tome 1. En tout cas, pour moi, c'est toujours un plaisir de découvrir cette saga et je compte bien la poursuivre en 2026. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée. Formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs, elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entourée de hauts murs, elle est coupée du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots et de basses manœuvres, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse. Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution. En voulant bien faire, la voilà repérée. Jinshi, haut fonctionnaire, aussi beau que calculateur, devine son talent et la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Au beau milieu de ce nid de serpents, le moindre faux pas peut lui être fatal. Petite pause hydratation. On enchaîne du coup avec mes lectures du mois de décembre. Décembre aura été plutôt un petit mois de lecture, mais ça m'étonne pas plus que ça parce que entre les calendriers de l'Avent, sachant que j'en avais 2 cette année, donc je lisais en parallèle, je peux difficilement lire plus que 2 livres en même temps en parallèle. Et donc ça prenait déjà du 1er décembre au 24 voire 25 décembre, plus les fêtes de fin d'année, repas de famille, tout ça. On a bien profité avec mon chéri pour aller voir nos familles, voir tout le monde, mais du coup forcément j'avais moins de temps pour lire, donc c'est un petit mois avec seulement 3 lectures. Du coup je vais commencer par vous présenter donc mes 2 calendriers de l'Avent que j'ai lus en parallèle l'un et l'autre. Le premier roman de l'Avent que je vous présente, c'est Un Noël à la cerise de Cynthia Kafka. C'est un roman de l'Avent de chez Ozu, tout comme les 2 autres romans de l'Avent que j'avais lus les années précédentes, qui étaient eux de Sophie Jomain. Une cerise à la montagne, clairement je ne suis pas dans mon élément. Moi j'aime la neige dans les boules qu'on secoue, alors que là il y en a partout. L'angoisse. Pire, je vais devoir vivre avec 3 colocs. Tina et Enzo ont l'air sympas, ok, mais avec Ben, c'est la guerre. Si seulement il n'était pas aussi sexy qu'agaçant. Pourquoi je suis là en fait ? Ma sœur pense que j'ai quitté mon mec et la fac juste pour ce job saisonnier. Mais je n'ai pas tout révélé à ma famille. La vérité, c'est que je veux découvrir qui je suis vraiment. Et qui sait,
peut-être que l'amour m'attend au bout des pistes. Je vous en avais déjà un petit peu parlé dans mes recommandations d'hiver. C'est un roman que j'ai énormément apprécié. J'ai frôlé le coup de cœur en le lisant. J'ai choisi ce roman par rapport au résumé parce que je pensais qu'il allait fitter avec ma situation personnelle. Au final, pas tant que ça, parce que la quête de soi qu'entreprend Cerise n'est pas du tout la même que moi, du coup. Mais j'ai quand même adoré ce roman et j'ai autant aimé l'héroïne et du coup le love interest que les autres personnages secondaires, que ce soit la sœur de l'héroïne, les deux autres colocs, la sœur de Enzo, la responsable ou le collègue de travail de Cerise. Je les ai tous vraiment appréciés et ils ont tous plus ou moins des problématiques à régler. J'ai vraiment frôlé le coup de cœur en le lisant et en fait si ça n'a pas été un coup de cœur, c'est juste par rapport à la fin de l'histoire que j'aurais pas réellement imaginé ou fait comme ça. Mais d'un autre côté ça paraît logique par rapport au reste de l'intrigue, mais voilà, pour que ça soit un coup de cœur, je l'aurais fait un tout petit peu différemment. Mais vraiment, ça reste une excellente lecture que je recommande vraiment. Si vous avez aucun problème à lire des romans de Noël ou d'hiver, parce qu'en vrai, on aborde vite fait Noël, mais c'est pas du tout le sujet principal. Ça se passe en hiver, à la montagne, saison de ski, et juste à la fin du roman, il y a Noël, mais c'est tout quoi. C'est tout. Du coup, voilà, si vous avez aucun problème à lire ce genre de roman hors de la période de Noël, je vous le conseille très vivement. Et sinon, je vous le conseille très vivement également, mais du coup, pour l'année prochaine, pour vos romances de l'Avent. La deuxième romance de l'Avent que j'ai lue cette année est de Juliette Lys et il s'agit de Un Noël à revivre. Et si chaque jour avant Noël, vous pouviez revivre votre vie autrement? Emma a fait un vœu un soir de décembre. J'aimerais savoir ce que j'ai raté. Le lendemain, tout recommence. 24 jours, 24 versions d'elle-même, et toujours le même regard bleu qui revient. Entre rire, miracle et chocolat chaud, elle va découvrir qu'on ne cherche pas l'amour dans une autre vie, mais dans celle qu'on apprend enfin à choisir. Une romance de l'Avent tendre, magique et réconfortante, à savourer comme un calendrier de douceur jusqu'à Noël. Celui-ci, du coup, c'est ma belle-mère qui me l'a offert. C'est un tout petit roman de l'Avent. Si vraiment ça n'avait pas été un roman de l'Avent, je pense que je l'aurais lu en une après-midi parce qu'il fait une petite centaine de pages. J'ai beaucoup également apprécié ma lecture et surtout le message à chaque journée qui est il faut choisir pour que la vie choisisse aussi. Je pense pas que c'était fait exprès de la part de ma belle-mère, mais c'est vrai que c'est une phrase qui a fait écho en moi parce que j'ai énormément de problèmes à faire des choix dans ma vie de manière générale. Et en ce moment, ma vie n'est malheureusement faite que de ça. J'ai trouvé ce petit roman très mignon, avec ce soupçon de magie de Noël juste comme il faut. Une romance qui est au centre de l'histoire, mais sans vraiment l'être. Parce que la romance intervient vraiment, on va dire, à la fin du livre. On la voit juste au fur et à mesure. Juste si je dois spoiler un petit peu entre gros guillemets. J'appelle pas ça du spoil parce que c'est pas vous raconter l'histoire en soi. C'est juste, on parle de 24 vies. Il n'y a pas réellement 24 vies. Dans mon souvenir, on voit réellement Emma dans, je crois, 18 vies différentes. Quelque chose comme ça. Mon micro a coupé pendant le premier tournage, donc je suis obligée de retourner une partie de la vidéo. J'espère que ça sera pas trop dérangeant pour vous au moment où vous regarderez la vidéo. Ça a coupé, j'en étais à vous parler de ce petit roman de l'Avent. À partir du moment où Emma a fait le souhait de savoir ce qu'elle avait raté dans sa vie par rapport au choix qu'elle avait fait, tous les matins, elle va se réveiller avec une nouvelle version d'elle-même et une nouvelle vie, un nouveau métier. Donc par exemple, on va la retrouver un jour boulangère, un jour libraire, un jour écrivaine, vétérinaire, elle a tenu un gîte, et ainsi de suite pendant, je vous ai dit, environ 18 jours, on va la voir tous les jours se réveiller dans une nouvelle vie. La seule chose qui ne va pas changer au cours de ces différentes vies, c'est la présence d'un certain Gabriel avec des yeux bleus magnifiques. Et ce fameux Gabriel, du coup, va l'aider à avancer dans cette quête de trouver quelle est sa vie, sa vraie vie, jusqu'à la fin du roman. Je l'ai trouvé très mignon, avec juste ce qu'il faut comme dose de magie de Noël. Une romance plutôt kiki, mais pas trop présente non plus. Un bon petit livre de Noël à dévorer. Du coup, potentiellement l'année prochaine, comme roman de l'Avent, ou alors si ça vous dérange pas de le lire à une autre période de l'année. Il est très court, vous pouvez le dévorer très clairement en même pas une demi-journée. Et enfin, ma dernière lecture du mois de décembre, ça a été le tome 3
de la saga de BD Elle. Je vais pas vous lire le résumé de ce tome 3 parce que je vais pas vous spoiler tout simplement la BD. Par contre, je vais vous lire le résumé du tome 1. Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde, mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais se doute-t-il qu'elle n'est pas seule? Elle serait même plutôt 5. 5 personnalités hautes en couleur et pas toujours amicales. Qui est elle réellement? Donc du coup c'est une petite trilogie de BD que j'ai lue là sur la fin d'année 2025. Je trouve qu'elle est autant adaptée à un public jeunesse qu'à un public adulte. Elle met en avant le sujet du TDI, trouble dissociatif de l'identité. Je suis pas du tout une experte dans ce domaine, mais je trouve que à travers cette BD, on a plutôt une bonne et simple explication de qu'est-ce qui peut se passer pour ces personnes, qu'est-ce qui peut expliquer leur comportement en fonction de leur changement de personnalité. Et je trouve que c'est d'autant plus bien imagé qu'en fait chaque personnalité de elle a une couleur attitrée, comme vous pouvez voir du coup sur la couverture. Donc c'est une petite saga de BD que je recommande, que ça soit pour les jeunes et pour les moins jeunes. Ouf, maintenant on va passer à mes acquisitions que j'ai fait sur les 2 derniers mois de l'année, donc que ça soit des cadeaux ou que ça soit des achats personnels. Tout d'abord, avec mon chéri, on a profité qu'il nous restait une carte cadeau de Noël 2024 à utiliser pour s'offrir les tomes 5 à 14 des Carnets de l'apothicaire. Du coup, comme ça, j'ai plus aucune excuse pour terminer cette saga. Tous les tomes sortis, je les ai à la maison, donc je pourrai dévorer petit à petit cette saga au fur et à mesure de mes envies. Ensuite, j'ai commencé le mois de novembre en recevant ma précommande que j'avais faite au mois d'août du livre Encore mieux de Léna Situation. Je n'ai pas la même couverture que celle que vous pourrez trouver en magasin, tout simplement parce que du coup j'ai fait une précommande et lors de la précommande j'ai pu choisir la couverture qui me plaisait le plus. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, j'ai lu le tome 1 de Harry Potter, donc j'ai voulu m'acheter le tome 2 pour pouvoir poursuivre la découverte de cette saga mythique. J'ai également craqué pour une nouvelle traduction française, donc Get Life Chloé Brown de Talia Hibert. C'est un livre que j'ai découvert sur la chaîne de About Estelle, où justement elle parlait des livres qu'elle avait lus en anglais et qui allaient être prochainement traduits en français. Et du coup, c'est une parution assez récente en français et c'est vrai que le résumé me donnait très envie, donc j'ai craqué et je l'ai acheté à sa sortie quasiment. Comme je vous l'ai présenté un petit peu plus tôt dans la vidéo, je m'étais acheté ma romance calendrier de l'Avent de cette année, donc Un Noël à la cerise de Cynthia Kafka. Vraiment un petit bonbon. Et du coup, sur décembre, j'ai ce petit livre de l'Avent que je vous ai présenté juste avant que ma belle-mère m'a offert. Et à Noël, j'ai reçu 4 livres. Du coup, j'ai reçu le tome 4, qui du coup est le dernier tome de la saga Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. J'ai lu les 3 premiers tomes. Ils étaient super. C'est des jeunesses, mais franchement, lecture adulte, ça passe aussi largement. Et les sujets abordés sont... Je sais pas comment dire. Genre, c'est des sujets importants. Et pour moi, il y a une double lecture dans ces bouquins. L'auteur en avait parlé d'ailleurs, c'est autant adapté à un public jeunesse qu'à un public adulte parce qu'il y a une double lecture. Ça se lit très vite parce que du coup c'est écrit en gros caractères parce que c'est des livres jeunesse. Et en plus de ça, il y a des illustrations magnifiques dans ces romans. Ça se lit plus vite, mais ça n'empêche pas que ce sont des magnifiques romans et que j'ai très très hâte de découvrir du coup le dernier tome de la saga. Le dernier tome de la saga Elle, que je vous ai présenté juste avant dans la vidéo. J'ai également eu le tome 2 de la saga L'Or Olympus. J'ai lu le tome 1 il y a pas très longtemps. Je vous mettrai en lien si je peux la vidéo bilan dans laquelle j'en parle. En tout cas, j'ai très hâte de découvrir le tome 2. Et enfin, j'ai reçu le tome 2 de la saga de BD Dérangée. Pareil, je vous ai parlé du tome 1 dans un bilan lecture dernièrement et j'ai très très hâte de pouvoir découvrir la suite avec ce tome 2. Et maintenant, du coup, je vais vous faire un petit bilan de mon Pumpkin Autumn Challenge parce que je n'ai pas pu revenir dessus pendant mon mois d'absence, du coup. Et donc, on va faire
ça tout de suite. Je prends mon ordinateur parce que j'ai fait ma palle en septembre et que depuis je ne m'en souviens plus très bien exactement des livres que j'avais mis dans ma palle. Pour la première sous-catégorie du premier tableau du Pumpkin Autumn Challenge, j'avais choisi de mettre Métamorphose, le tome 1. Donc du coup vous avez vu que j'ai pu le lire. Pour la deuxième sous-catégorie, j'avais mis soit La femme de ménage, soit Un meurtre absolument splendide. J'en ai lu aucun des deux, malheureusement. Pour la troisième sous-catégorie du premier tableau, j'avais mis 31 jours pour t'aimer. Celui-ci, je l'ai lu. Pareil, si je peux, je vous mets en lien le bilan lecture où j'en parle. Pour la quatrième sous-catégorie, j'avais mis Twilight, le tome 1. Parce que non, je n'ai encore jamais lu les Twilight. Et du coup, effectivement, je n'ai pas lu ce tome 1 pour le Pumpkin Autumn Challenge. Pour la première sous-catégorie du deuxième tableau, j'avais mis le tome 1 de Black Blossom, que je n'ai pas lu non plus. Pour la deuxième sous-catégorie du deuxième tableau, j'avais mis Morgana et Oz, le tome 1. Celui-là, je l'ai lu. Pareil, je vous mettrai la vidéo si je peux. En troisième sous-catégorie, j'avais mis La rue qui nous sépare, que je n'ai pas lu. Et en quatrième sous-catégorie, j'avais mis le tome 1 de Harry Potter que j'ai découvert cette année. Enfin, dans le troisième tableau, pour la première sous-catégorie, j'avais mis le tome 1 de l'Or Olympus que j'ai lu. Pour la deuxième sous-catégorie, j'avais mis H Dragon Legacy que j'ai commencé mais que je n'ai pas fini. Pour la troisième sous-catégorie, j'avais mis La sagesse des loups que je n'ai pas lu. Et pour la dernière sous-catégorie, j'avais mis Elle, le tome 2 que du coup j'ai lu. Donc, ce qui nous fait un total de 6 livres lus pour le Pumpkin Autumn Challenge et qui nous donne donc le titre de L'hydromel des sorcières. Pour un premier Pumpkin Autumn Challenge, je suis très contente. En étant tout à fait réaliste, c'était l'objectif que je m'étais fixé et en me fixant un objectif, on va dire, un peu plus idéaliste, j'aurais bien aimé atteindre les 9 lectures et donc le titre de Dragon Glouton. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, mais en tout cas, ça a été une très bonne expérience pour moi, ce petit challenge, et je pense recommencer cet automne. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue malgré tout, et surtout qu'elle vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Je vous laisse me dire en commentaire lesquelles vous ont particulièrement intéressé ou alors lesquelles vous avez déjà lus, que ça soit dans ce que moi je vous ai présenté comme mes lectures ou que ce soit dans mes nouvelles acquisitions de cette fin d'année. Si la vidéo vous a plu, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir les prochaines et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.